Comme vous le savez, Khadim Djellal-Hassan est donc professeur à l'INALCO. Il s'est imposé depuis plusieurs années comme l'un des spécialistes de la littérature arabe et particulièrement des questions de traduction en langue arabe. Nous le recevons également en tant qu'éminent traducteur lui-même. Nous allons en parler tout à l'heure après son intervention. Vous le savez peut-être que c'est le corpus de Khadim Djellal-Hassan qui certainement le distingue, parce qu'il est très, très élargi en tant que traducteur. Il a traduit toute l'œuvre d'Arthur Rimbaud. Sa traduction de la Divine Comédie de Dante a été récompensée par le prix du meilleur traducteur étranger par le ministère de la Culture italien en 2008 ou 2007, 2006. Et voilà, ce que je voulais vous dire particulièrement, c'est que nous le recevons ce soir, particulièrement pour La part de l'étranger. Voilà, c'est cet ouvrage qui est paru donc en 2007 chez Actes Sud, et donc cet ouvrage dans lequel il développe ses vues donc du rapport de la langue arabe à la traduction, et puis également, tout cela est précédé d'un panorama assez vertigineux, je dois dire, des apports de la modernité à la traductologie. Donc, que vous dire encore en termes d'introduction, sinon que je n'oublie pas l'autre casquette de Khadim Djellal-Hassan, qui est donc également un poète. Je vous signale les Chants de la folie de lettres et autres poèmes qui sont parus en 2001 aux éditions Tarabuste. Et je crois que ce soir, en tout cas, nous aurons bon espoir d'avancer dans notre problématique. Comme vous le savez depuis le départ, nous avons fait le pari suivant. À travers notre programmation, poursuivre finalement une définition affinée de ce qu'est la relation traduisante chez Glissant. Et à partir des observations qui nous seront livrées ce soir par Khadim Djellal-Hassan, nous allons revenir sur cela comme un fil rouge depuis le début de notre programmation. Ce soir aussi, nous aurons donc la possibilité d'avancer par rapport à tout cela. Voilà, alors, écoutez, je laisse la parole donc à notre invité de ce soir. Et donc tout à l'heure, je compte sur vous pour un débat nourri, puisque nous sommes au petit comité. Et donc, à tout à l'heure. Merci beaucoup, cher Loïc, pour cette présentation généreuse et sympathique. Je vous remercie vraiment. Je suis très touché que vous soyez venu malgré les vacances, parce que le peuple, vous savez, parisien est très amoureux des voyages. Dès qu'il y a des vacances, Paris se vide, se dépeuple aux grandes dames des poètes et des conférenciers. Voilà, donc, comme l'a signalé notre ami Loïc Seri, dans ce tour d'horizon, c'est vraiment un tour d'horizon, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas une seule question précisément traitée, il y aura un tour d'horizon autour des approches à la fois occidentales et arabes, ou orientales, qui touchent à la traduction telle que modestement je la pratique, je la situe, à savoir le respect d'une part de l'étranger, et comme vous savez, dans la formule même, dans le titre même de ce petit ouvrage, la part de l'étranger, il y a une citation. Il y a d'abord donc la formule de Hölderlin, l'épreuve de l'étranger, la traduction vécue en tant qu'épreuve de l'étranger, c'est-à-dire ce n'est pas vous qui manipulez le texte, au contraire, c'est le texte de l'étranger, et l'étranger lui-même, à travers son texte, qui vous questionne, qui vous interpelle, qui vous arrête. Il le regrettait Antoine Bermond, comme vous savez, beaucoup travaillé autour de cette formule, autour de l'approche des romantiques allemands, et notamment Goethe et Hölderlin. Donc, il a fait avancer, à mon sens, la réflexion sur la traduction. J'aime pas le mot traductologie, c'est un peu trop technique, trop rationnel, tandis qu'il y a un nouvel horizon de réflexion sur la traduction dans laquelle il s'inscrit lui et d'autres, que j'appellerai, et qui s'appelle par ailleurs couramment la poétique de la traduction. Donc, dans cette approche, je vais énumérer, parce que les ouvrages sont là, c'est-à-dire je crois vous être utile en vous présentant la réflexion des théoriciens arabes, anciens et modernes, parce que tout le monde, je suppose, ne lit pas l'arabe, tandis que les textes allemands, français ou d'autres existent, mais je vais juste donc les résumer. Ce qui m'a touché dans l'approche de la traduction, parce que il y a plus d'un siècle, il y a un retour, si vous voulez, à une théorisation massive, une réflexion massive et approfondir sur la traduction, telle qu'on l'avait vu au temps de Cicéron et d'autres. Donc, parmi les premiers noms qui m'ont arrêté, c'est les réflexions, n'est-ce pas, disparates, mais qui font un système dans les différents écrits de Heidegger, Martin Heidegger sur la traduction,
Ce qui m'interpelle dans sa pensée, il y a 3 ou 4 idées, à mon avis, essentielles et capitales. D'abord, que le secret de la langue, c'est secret. Ce n'est pas les mots, c'est la syntaxe. La syntaxe avec tout ce que la véhicule, c'est-à-dire l'agencement des mots, la sensibilité qui se laisse à lire en filigrane des lignes, et surtout le rythme. Le rythme, pour lui, le traducteur était un interprète, comme on lui dit, d'un musicien. Et pour l'interprétation générale, c'est-à-dire la traduction d'une part, et le commentaire littéraire d'autre part, tout ce que le mot interprétation recouvre, c'était pour lui un exercice où la pratique, si vous voulez, d'une double traversée, surtout quand cela concerne ou des traditions lointaines, par exemple quand on traduit les anciens grecs, ou lointaines dans la distance géographique, par exemple comme moi je travaille sur des textes français ou espagnols. Donc pour lui, il y a une double traversée. D'abord, elle est vers le site original ou originaire de l'auteur qu'on traduit, voir comment ses contemporains le comprenaient. Comment, par exemple, les Grecs lisaient les pré-socratiques, comment ils entendaient leurs textes. On peut revenir vers nous, vers notre propre site, et se demander ce que ces textes des anciens ou des étrangers pourraient nous dire à nous, dans notre, si vous voulez, position ou positionnement géographique et culturel, ou géoculturel, si vous voulez. Ensuite, il y a Walter Benjamin, qui a donné une pensée radicale sur la traduction dans un texte très bref que tout le monde connaît, tout le monde qui réfléchit sur la traduction connaît, c'est sa préface pour sa propre traduction des tableaux parisiens de Baudelaire. Ce sont 5 ou 6 pages, emplies de significations importantes que beaucoup de philosophes, dont Jacques Derrida, auquel je reviendrai, ont donné de différentes lectures. Il y a plusieurs fils aussi, que je vais résumer comme je l'ai fait pour certains fils de pensée ou de réflexion de Heidegger. D'abord, pour lui, la traduction, ce n'est pas une pratique à part. C'est-à-dire, d'une part, il y a le texte, d'autre part, la traduction. Ce n'est pas une pratique secondaire, ou marginale, ou parallèle. C'est le texte lui-même de l'auteur qui appelle sa traduction. Donc, la traduction, c'est comme une structure d'attente inscrite dans la naissance, le devenir même du texte. Il va plus loin même, il sentimentalise un petit peu, si vous voulez, l'approche, mais c'est très important. Il va plus loin, il dit qu'un texte qui n'a pas été traduit pleure toujours sa traduction et en vit le deuil. Donc un texte est en deuil aussi longtemps qu'il n'a pas encore trouvé sa traduction. Voilà donc pour dire l'importance qu'il accordait à la traduction. Et la traduction, dans ce sens, donne, ou les traductions en pluriel, donnent au texte une sorte de survie. Une possibilité de continuité ou de durabilité ou de durée. Et c'est une notion que Derrida, auquel je reviendrai tout à l'heure, problématise encore plus. Et il dit que si, depuis le mythe que vous connaissez de la tour de Babel, on n'a plus une seule langue, ou la conception d'une seule langue pour l'humanité est exclue, on a pourtant un pur langage. C'est-à-dire le langage hypothétique ou virtuel dans lequel tout le monde se reconnaîtrait, et lequel pur langage agirait, d'après lui, non pas dans les langues, mais entre les langues. Et c'est la traduction précisément qui permet de toucher à ce pur langage. Malgré cela, donc, bien que la traduction dans ce sens soit très importante dans la mesure où elle donne au texte, d'une part, une survie, d'autre part, nous donnerait à nous lecteurs, à travers l'histoire, la possibilité de toucher à ce pur langage. Malgré cela, il faut qu'on accepte qu'il y ait dans le texte ce qu'il appelle littéralement un fond intouchable. Il reste toujours un résidu qu'une seule traduction ne pourra jamais saisir, ce qui encourage à faire souvent des traductions. Par ailleurs, les nouvelles traductions, ou ce qu'on appelle techniquement la retraduction comme phénomène et comme nécessité, se légitime par le fait que le texte est arrêté dans sa lettre, dans la version définitive que l'auteur en donne, bien qu'il y ait parfois des variantes, bien qu'il y ait des reprises, mais le texte est prisonnier de la structure dans laquelle il est divulgué. Et malgré cela, malgré cet emprisonnement, le texte se ressource, se renouvelle, change d'aspect, de gestalt et de profondeur à travers les générations. C'est-à-dire chaque génération qui vient, ou les différents lecteurs successifs, qu'ils soient lecteurs tout court ou des interprètes
ou des critiques, trouvent toujours de nouveau dans un texte. Quand nous lisons aujourd'hui Rimbaud, quand nous lisons les moralistes français, on trouve toujours de nouveau. Tandis que les traductions vieillissent. Vieillissent pourquoi? Parce qu'elles vivent une autre prison, celle de la langue de leur époque. Et quand la langue vieillit, force est aux traducteurs futurs de nous faire de nouvelles traductions qui nous donnent à lire d'abord le nouvel aspect de leur langue, c'est-à-dire les langues dans lesquelles on traduit, et ensuite et surtout ces nouveaux aspects de texte qui ne cessent de remonter à la surface. Voilà donc en quoi cette pensée m'a paru importante dans la mesure où elle rejoint, si vous voulez, le devenir de la traduction de la langue arabe, dans les époques anciennes et modernes, et puis ça fertilise la traduction telle que moi, modestement, j'ai voulu la pratiquer. Ensuite, il y a Jacques Derrida qui est venu, si vous voulez, se greffer à la fois sur la pensée de Heidegger, dont il a bien sûr rejeté certains aspects et dont il a approfondi d'autres, ou surtout dans le sillage de Walter Benjamin, dont il ne disait que du bien, c'est-à-dire il était un fervent admirateur, tout le monde le sait, de Benjamin. Derrida, il a beaucoup écrit sur la traduction, mais les 3 ou 4 idées, si vous voulez, qui m'ont guidé de lui, plus que d'autres, il y en a beaucoup, c'est que cette idée de survie de Benjamin, la survie que le texte réalise à travers la traduction, Derrida qui est aimé, quand vous savez, jouer sur les mots, sur la typographie des mots, sur l'écriture des mots, sur l'orthographe, divise le mot survie en sur, trait d'union, vie. Ce qui devient une vie, non seulement supplémentaire, mais une vie supérieure, une vie qui est meilleure et plus que la simple vie. C'est-à-dire les traductions, en pluriel toujours, dont au texte la possibilité de mieux vivre. Non seulement en le divulguant, plus loin que son horizon national, mais en lui donnant d'autres possibilités de lecture, d'autres possibilités d'interprétation, d'autres entendements. Ça, c'est une idée. L'autre idée, c'est qu'il a donné à la traduction une dimension, une signification ou une nature politique, de police, politique, l'art de vivre dans la cité, dans le sens le plus noble et le plus radical du terme. C'est-à-dire pour lui, il parle de droit à la traduction. Il faut toujours traduire. C'est l'une des tâches qu'il dessine à la nouvelle Europe, l'Europe humaniste ou plus qu'humaniste dont il se réclamait. Il y a donc le respect de différents, le respect de l'étranger, le respect des femmes, le droit d'asile et aussi le droit à la traduction. Et dans ce droit à la traduction, il demandait qu'on entende autrement la notion de l'impossibilité. Vous savez, les anciens se demandaient la traduction est-elle possible ou impossible, et lui, il posait la question différemment. C'est-à-dire pour lui, la traduction commence à être traduction quand vraiment elle confine à l'impossible. C'est-à-dire une traduction qui se fait aisément, un texte qui paraît traduire lui-même ou de lui-même, pourrait-on appeler cela traduction ou une simple transposition interlinguistique? Donc la traduction, c'est quand elle paraît impossible et qu'on fait tout le possible pour la rendre possible. C'est cela qui est la véritable traduction. Il appelle cela le possible impossible ou l'impossible possible. Et cela aussi le dessine dans un horizon politique, parce que pour lui, il faut toujours que la vraie politique, la véritable démocratie, c'est quand on s'achemine vers l'impossible. Et par exemple, l'accueil des étrangers, les droits de l'asile, il faut qu'il soit, si vous voulez, de l'ordre de l'hospitalité inconditionnelle. Même si c'est utopique, même si c'est impossible d'accueillir l'étranger tel qu'il est, sans lui imposer des conditions, il faut que cette impossibilité soit inscrite dans la structure d'accueil, dans la possibilité d'être hospitalier avec l'autre, de façon à la rendre à la fois possible, autant que faire se peut, et moins impossible donc qu'elle nous paraît. Il y a d'autres consorts qui ont réfléchi sur la traduction, mais le dernier, si vous voulez, devant lequel je m'arrêterai, parce que vraiment il a fait beaucoup, surtout pour les traducteurs. Pour les traducteurs, c'est Antoine Bermond, qui est parti, comme je vous ai dit, de la réflexion des
romantiques allemands, et qui est parti aussi de sa propre pratique, parce qu'il traduisait de l'allemand et de l'espagnol, il a traduit des œuvres capitales, et il a laissé, avant son départ précoce, 2 ou 3 ouvrages très importants, comme L'épreuve de l'étranger, justement, et c'est sur la traduction de l'Allemagne romantique, L'auberge de lointain, pour une critique de la traduction. Ils sont publiés chez Gallimard au Seuil. Donc lui, il a travaillé de façon très précise pour la critique de la traduction. C'est ça la nouveauté. C'est-à-dire, on faisait souvent la critique de différentes traductions, mais cette approche n'a jamais été instituée, si vous voulez, en discipline. Et lui, il a œuvré dans ses différents écrits pour justement enraciner, pour fonder une approche critique des traductions, des différentes traductions. Il a fait une critique totale qu'il appelle une analytique des traductions courantes. Il a montré derrière la pratique éditoriale concernant les traductions et les conditions que le monde de l'édition impose aux traducteurs, un fond idéologique, moralisant, et commercial aussi. Par exemple, pour lui, il y a une idéologie du marché de livres, qui impose aux traducteurs d'abord de choisir des œuvres plus claires, selon l'entendement général, selon les possibilités de réception de lecteurs moyens, donc des textes plus clairs, qui circulent mieux, qui passent mieux, qui sont mieux acceptés, et qui, surtout, il faut dire le mot, vendent plus. Donc l'idéologie du marché, les conditions de la circulation des livres entendues en chiffres de vente. Et cela véhicule aussi, donc, comme je viens de le dire rapidement, une préférence pour la clarté absolue. Qu'est-ce que la clarté d'un texte? Donc, le rejet de texte qui paraîtrait obscur, étrange, difficilement lisible ou praticable, et ce qui engendre, dans un deuxième mouvement, un certain nombre de manipulations par les traducteurs des textes qu'ils traduisent. Cela touche au niveau moral ou éthique, si vous voulez, par exemple, le bannissement ou la déculturation de tout ce qui relèverait de l'obscène, ou de ce qu'on appelle abusivement le bas corporel. Il y a le nivellement de relief idiomatique de texte en éliminant par exemple les mots et les structures régionaux, les dialectes, les patois, tout ce qui est créole, puisqu'ici nous sommes dans la maison d'Edouard Glissant. Et il y a le nivellement dans un autre niveau de ce relief idiomatique de texte en éliminant tout ce qui est plurilinguistique. Les textes, par exemple, post-joïciens qui jouent sur la pluralité des langues, on les châtie, on fait que le texte soit uniquement français, si on traduit vers le français. Donc on élimine la pluralité de textes. Il y a surtout, et ça c'est dommage, c'est très courant, je l'ai vu moi-même dans l'édition française, l'élimination de tout ce qui relèverait des répétitions, même si elles sont, ces répétitions, importantes, organiquement importantes pour la langue pour laquelle le texte a été écrit, par exemple la langue arabe, aime les répétitions, elle les ritualise. Ce n'est pas, si vous voulez, un manque d'efficacité dans l'écriture. Au contraire, c'est une différence d'esthétique. Ou même si elles sont opérantes dans le texte de l'écrivain, chez Faulkner, par exemple. Elle montre beaucoup d'exemples chez William Faulkner où la répétition est voulue et nécessaire. Voilà. Avec cela, et pour conclure sur Berman, il a encouragé donc la critique de la traduction et il a souligné l'importance des retraductions. En faisant par exemple un chapitre magnifique dans L'auberge de lointain, sur la traduction par Klosowski de l'Énéide de Virgile. Il a montré comment cette traduction, avec son respect de l'étrangeté du texte de l'autre, avec le potentiel qu'il donne à la langue française de coller de près, sans être littéral, de coller de près aux structures de la langue latine, cette traduction tranche radicalement avec une accumulation de traductions universitaires qui manipulent le texte et le rend lisible, mais peut-être peu poétique. Cela m'a paru conciliable, si vous voulez, c'est la deuxième partie de ma modeste intervention. J'espère que je n'ai pas dépassé le temps.
Donc, conciliable ou disons, cela m'a paru coïncider avec la pensée que les anciens arabes, c'est-à-dire les philosophes et les traducteurs, qui ont participé de grands mouvements de la traduction des langues étrangères, notamment le grec, les philosophes grecs et les médecins grecs vers l'arabe, à partir du 8e siècle de Jésus-Christ, ils ont donné une pensée très radicale sur à la fois les possibilités de la traduction et puis les méfaits de certaines traductions de l'époque. Par exemple, le jahaz, al-jahaz en arabe on dit, les Français prononceraient jahaz parce que le roi c'est un son phonétique qui n'existe pas en français. Donc jahaz qui est mort en environ 775 Jésus-Christ, qu'on surnomme le père de la littérature arabe, qui écrivait, même si les comparaisons ne font pas toujours raison, comme Montaigne, une littérature qui est à la fois, donc des textes qui sont à la fois littéraires et philosophiques. Et donc, lui, dont l'introduction massive qu'il a fait pour son ouvrage Les animaux, il l'a fait dans le sillage d'Aristote, une critique des traductions de l'époque, il a critiqué surtout une pratique qui était, et pour cause courante, c'est de traduire en passant par des langues intermédiaires, c'est-à-dire des traducteurs qui connaissaient le grec mais pas l'arabe, traduisaient en syriaque ou en hébreu, et ensuite d'autres traducteurs venaient, prenaient le relais et traduisaient de l'hébreu ou du syriaque vers l'arabe. Donc elle a critiqué beaucoup ce qu'on appelle la traduction passant par des langues intermédiaires, et il a trouvé cela abusif que d'un relais à l'autre, le texte perdait beaucoup. C'est un regard très aigu et surtout très précoce. Et ensuite, il exigeait des traducteurs une connaissance philosophique quand traduisait de la philosophie, ou médicinale quand il traduisait la médecine, qui devrait être pas moins importante et profonde que celle du penseur lui-même. C'est-à-dire, d'après lui, on lit ça entre les lignes, ce qui différencierait un philosophe d'un traducteur, c'est que les traducteurs n'inventent pas. Il est incapable d'inventer une philosophie, mais il doit être à même de la comprendre aussi efficacement, aussi profondément que le philosophe qui le traduit. Donc c'est contre un peu la pratique un peu délétante de la traduction. Et puis il a une vue très importante concernant le bilinguisme et le fait que le traducteur travaille à cheval sur plusieurs langues. C'est très dynamique, un peu la problématique du point de vue très moderne. Il dit jamais une langue si vous voulez, ne se faufile dans une autre, comme dans la traduction par exemple. Jamais une langue n'entre en contact avec une autre langue sans lui porter ou lui faire de tort. Donc c'est une approche très agressive, dynamique. Une langue, le passage d'une langue à une autre, le contact entre une langue et une autre ne passe jamais inaperçu, c'est jamais impuni. Toujours une langue influe sur l'autre et lui donne d'elle-même. Un autre penseur, Abu Hayyan al-Tawhidi, qui est mort environ 2010, 2010, et lui nous a restitué, si vous voulez, une somme très importante parmi ses ouvrages. C'est un philologue et un mystique, une somme très importante dans laquelle il nous transmet, comme Platon le faisait dans les dialogues, nous faisait tous les entretiens philosophiques qui se faisaient dans les salons de Bagdad à l'époque. C'est vraiment un panorama impressionnant de toutes les questions, de tous les débats, de toutes les controverses que l'intelligentsia arabe, surtout en Irak, qui était le centre de l'empire musulman, vivait à l'époque. Et parmi ces questions, bien sûr, il aborde les questions de traduction. Il a fustige d'abord certains philologues, et c'est une question très moderne, par exemple. Jacques Derrida a écrit un essai là-dessus, s'appelle Le supplément de la copule. Dans cet essai, il répond à l'éminent linguiste Émile Benveniste. Ils avaient une différence sur le rapport à la langue grecque concernant les catégories d'Aristote. Et donc Tawhidi aussi, comme quoi la question est très ancienne, disait que ceux qui penseraient que les catégories d'Aristote sont des catégories purement grecques, qui adhèrent qu'à la langue grecque, et que vouloir les rendre universelles, c'est abusif. Il dit que ces gens-là n'ont rien compris à la philosophie, que dans la philosophie, il y a toujours des universaux, des idées qui sont assimilables par tout le monde, et des particularités.
il est catégorique, cela fait partie des universaux. Donc il a défendu la philosophie grecque contre certains Arabes qui procédaient par une sorte d'ethnocentrisme linguistique. Par ailleurs, cet ethnocentrisme linguistique, on la trouve, comme vous savez, dans différentes cultures. Par exemple, Jalinus, Galien, le grand philosophe médecin, disait qu'à part le grec, aucune autre langue n'était apte à dire la philosophie. On trouve même un éloge excessif de la langue allemande sous la plume de Heidegger. Donc, Tawhidi, en ce qui le concerne, c'est donc chargé de fustiller ces gens-là qui procédaient de cet ethnocentrisme arabe. Les autres philosophes, là, je passe vite pour venir à la traduction telle qu'on la pratique aujourd'hui, comme Averroès, comme Avicenne, pour ne citer que ceux qui sont célèbres ici, ont fécondé aussi la pensée de la traduction en commentant Aristote, en commentant les différentes traductions, en discutant certains vocables, en s'arrêtant devant les vocables, si cela opérait en arabe ou non. Et dans ce sens, ils ont, si vous voulez, produit une conceptualité arabe, Henri Corbin, par exemple, étudie très bien dans son ouvrage sur la philosophie musulmane. Et le commentaire, et ça c'est très important pour l'horizon, par exemple, qu'ont voulu ouvrir Heidegger, Derrida, Antoine Bermond, que la traduction, il faut qu'elle aille toujours main dans la main avec le commentaire, avec la critique de la traduction. Les praticiens de la traduction eux-mêmes procédaient de façon très originale, il faut le dire, même mieux que les traducteurs arabes actuels, dans la mesure où, d'abord, ils ont vite fait de corriger ce passage par les langues intermédiaires que Jaher critiquait beaucoup. Donc ils se sont mis, surtout la deuxième génération, à apprendre les langues et à en traduire directement. Il y a la spécialisation, c'est-à-dire que tout le monde ne traduisait pas tous les textes. Les traducteurs de philosophie étaient formés en philosophie, ceux de la médecine étaient formés en médecine, ceux de la logique étaient formés en logique, etc., etc. Et puis il y avait un système collectif très sophistiqué non seulement des traductions, mais aussi de révision des traductions. Il y avait des réviseurs. Donc la traduction, c'est un processus collectif qui passait de traducteurs aux réviseurs et ensuite aux copistes, qui lui aussi devaient être formés dans la discipline dans laquelle il faisait des copies. Et dans les traductions, il cherchait toujours des copies fiables, et ça c'est souligné même pour les historiens de la philosophie occidentale. Ils disent qu'on voit chez les traducteurs arabes anciens un respect des variantes qu'on ne trouve pas ailleurs, et ce qui a permis de mieux comprendre certains concepts ou certaines notions d'Aristote et d'autres. Donc, aux variantes près, ils signalaient tout et ils se souciaient de tout. Un dernier théoricien que j'aimerais citer, c'est Abdelqahir al-Jurjani, c'est le plus grand spécialiste de rhétorique arabe ancienne, donc il est décédé en 1078, donc 11e siècle. Et lui, il a surtout beaucoup travaillé sur la métaphore. Et pour lui, d'abord, la métaphore, c'est l'essence de la langue pour lui. Si vous voulez, c'est ce qui charpente une langue, ce qui est la structure, c'est l'approche des métaphores. Et ensuite, la traduction elle-même trouve son essence, ou si vous voulez, son aspect le plus actif, à travers le traitement que nous réservons aux métaphores. C'est-à-dire, dites-moi en quelque sorte, que faites-vous des métaphores en traduisant? Je vous dirai le traducteur que vous êtes. Il partait en guerre contre ceux qui traduisaient les métaphores par paresse, les métaphores en propre. Les figures ne doivent pas être traduites en propre, sauf en cas d'impossibilité. Et là, c'est un débat très actuel, si vous voulez, je peux vous le dire, puisque je travaille beaucoup sur les théories actuelles de la traduction. C'est une question beaucoup traitée d'aujourd'hui. Quand est-ce qu'on traduit le propre ou en figure, et quand est-ce qu'on traduit le figure en propre ou en figure, en autre figure, si vous voulez. Dernière étape de cette approche historique de la traduction chez les Arabes, c'est ce qu'on appelle Al-Nahva. Al-Nahva, il y en a qui la traduisent par la Renaissance, mais ce n'est pas vraiment la Renaissance, on appelle cela le réveil arabe qui s'est fait, comme vous le savez, à partir du milieu du 19e siècle, un peu après le passage de Napoléon Bonaparte par l'Égypte, mais Napoléon n'est pas la cause, comme certains orientalistes le pensent, ce n'est pas lui, si vous voulez, le facteur ou le mobile ou le moteur du réveil arabe. Il y a eu plusieurs facteurs, si vous voulez, historiques et culturels qui se sont réunis.
Cela dit, le passage des Français par ces régions a laissé quelque chose. Pas que les Français d'ailleurs, mais les Américains, hein, les évangélistes, ont apporté par exemple la première imprimerie dans le monde arabe, et à travers les évangélisations auxquelles ils se sont essayés, hein, ils ont apporté certains éléments qui dépassent le religieux. Et donc, les penseurs et les traducteurs de la Nahva, après les siècles que vous connaissez, qu'on appelle les siècles obscurs, il y a eu la torpeur, il y a eu la mise à sac de Bagdad par les Mongols, il y a eu la fin de l'aventure en Andalousie espagnole, etc., etc. Donc, après les siècles de torpeur, il y a eu ce réveil, et les traducteurs, à partir de ce moment-là, ils ont recommencé le travail des anciens. Ils ont commencé par des traductions, comme il y a eu beaucoup de littérature occidentale, hein, sur des romans romantiques, les poètes, etc. Ils ont commencé par des traductions partielles et adaptatives. Donc le texte n'était pas respecté. Il n'était respecté ni dans son étrangeté, sa spécificité, ni dans son intégralité. Donc ils faisaient des traductions partielles et simplifiées. Et ensuite, ils se sont allés, à force de critiques par les poètes, par les littérateurs, vers les traductions intégrales. Et sous si vous voulez, cette critique de la traduction, on trouve son représentant le plus insigne dans la personne de Taha Hussein, l'écrivain égyptien qui est décédé en 1973, hein, qui a beaucoup travaillé à partir des années 30 du XXe siècle jusqu'à son décès, pour ressourcer la langue arabe, pour la moderniser. Il a traduit Oedipe, il a traduit André Gide d'ailleurs, qui était son ami, qu'il connaissait, parce que ce monsieur a étudié à la Sorbonne. Hein, il était non-voyant, il a épousé donc Suzanne Taha Hussein, c'est la tante de Michel Tournier, qui m'en a beaucoup parlé, par ailleurs, un jour que je lui ai fait un entretien. Donc ce monsieur a modernisé l'approche de la traduction, il a exigé ce qu'il appelle l'image exacte du texte. Comment réaliser l'image exacte du texte traduit? C'est d'abord en donnant des traductions intégrales, en respectant le tout du texte, ou en prenant le texte comme une totalité, indivisible, et puis en le traduisant à partir de son vrai langage, sans édulcorer, sans simplifier, sans rendre obscur non plus, et puis en invitant à différencier, et ça c'est capital, le classicisme de l'archaïsation. C'est-à-dire, être classique, ce n'est pas être archaïque. Hein. L'archaïsation, comme certains Français traduisent Dante, par exemple, dans une langue très ancienne, que personne ne lit, que personne n'écrit, sous prétexte que Dante n'est plus moderne. Hein. Jacqueline Rissier, d'ailleurs, s'attaque très bien à cet aspect dans l'ouvrage qu'elle a publié au Seuil, Dante est écrivain. Hein. Donc, rendre la traduction classique, lui donner ce classicisme nécessaire, hein, cette amplitude, cette majesté, ce n'est pas forcément l'archaïser. Voilà, si vous voulez, les trois fils de la pensée de ce monsieur. Pour ma pratique personnelle et modestement parlant, il y a de la gêne à parler, n'est-ce pas, après avoir évoqué ces grands théoriciens, ces philosophes de la traduction et ces grands praticiens, surtout de l'acte de traduire. Pour moi, d'abord, il y a le respect de la totalité du texte, et le refus de toute censure, qu'elle soit idéologique, morale ou religieuse. Par exemple, quand j'ai traduit Dante, c'est impossible, avant moi et avant ma génération, qu'on le traduise complètement, parce que vous savez, il s'en prend beaucoup dans différents chapitres, à l'islam, à Mohammed, le prophète des musulmans, et à d'autres aspects de la civilisation. Et les gens oublient que s'ils s'attaquent à la religion musulmane, il n'en demeure pas moins qu'il était sous influence massive de la philosophie musulmane, surtout de d'Averroès et d'Avicenne. Et ça, Jacqueline Richier le montre très bien aussi. Hein. Donc, il était, si vous voulez, dans une sorte d'opposition religieuse qui se comprend à partir des données de son époque. Mais quant à la philosophie, il était ce qu'il y a de plus ouvert. Et la poésie aussi. Hein, la poésie, puisqu'il était influencé par les troubadours qui eux-mêmes se réclament de la poésie amoureuse arabe. Hein. Donc, vous voyez, opposition religieuse, mais ouverture maximale du point de vue littéraire et philosophique. Rimbaud, par exemple, souffrait, avant que je le traduise, que j'en fasse la traduction intégrale qui est là, souffrait de trois types de censure. D'abord, on censurait les textes jugés trop érotiques ou trop obscènes. On châtiait les textes qui étaient contre Napoléon III, et donc pour des raisons politiques. Hein.
Et on traduisait les textes jugés trop blasphématoires, contre Dieu, contre le texte, par exemple, où il dit où le Coran est bâtard, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'il restait de Rimbaud si on élimine le religieux, l'anti-religieux, le politique et l'érotique en lui? Rien. Ce qui fait que les traductions qui circulaient avant que je fasse cette traduction constituaient ou représentaient le tiers de l'œuvre de Rimbaud. Il y a le respect du rythme. Et là, c'est très important, par exemple. Si je prends les deux exemples, toujours parce que ce sont les traductions les plus massives, celle de Dante et celle de Rimbaud, si je prends ces deux œuvres en exemple, il y a une très bonne traduction qui m'a précédé, était faite par un monsieur égyptien, Hassan Othman, qui était prof d'italien, qui comprenait très bien l'italien, qu'il a traduit au milieu du XXe siècle. Sauf que lui, il traduisait en prose, c'est-à-dire, vous savez, le célèbre tercé, le célèbre tercé dantesque, toute l'œuvre s'achemine en 3 vers successifs, qui créent un rythme spécifique à lui, donc les versets qui constituent les chants, qui étaient 99, si on ne compte pas le premier chant introductif, qui constituent à leur tour 3 sections, 3 parties représentant les 3 règnes. Le chiffre 3 avait une importance symbolique et religieuse, évidente pour lui. Et en plus, ça crée un rythme spécifique. Donc, traduire cela en prose, lier les 3 vers du tercé pour en faire une longue phrase de prose, même si elle était majestueuse, à mon avis, c'est une traduction de rythme, des accélérations propres, n'est-ce pas, au vers de Dante. Voilà, donc, c'était une très belle traduction, à mon avis, mais qui jure par cela, par le non-respect du rythme d'une part, et par une certaine archaïsation, le mot que j'ai tout à l'heure défini. Les traducteurs de Rimbaud, qui m'ont précédé, faisaient l'inverse, donc systématiquement l'inverse, si vous voulez, quelque chose qui est symétriquement pareil, à savoir une œuvre comme Une saison en enfer, ils le divisaient en vers, parce que pour eux, écrire en vers, ça allait bien avec l'époque. En plus, c'était l'époque, n'est-ce pas, de la naissance du vers libre arabe. Donc, diviser une œuvre qui est majeure pour le poème en prose, en vers, ou amalgamer les vers en une prose arabe classique, pour moi, c'est un défaut symétrique et critiquable dans les deux cas. Avec cela, là, je termine. La traduction m'a paru, je suis très redevable, donc d'abord à M. Jacques Derrida, au faux Jacques Derrida, dont j'ai fréquenté les séminaires, et à Antoine Bermond, que je n'ai pas connu en tant que personne, mais que j'ai beaucoup lu. C'est que la traduction ne peut pas aller sans une pratique de la critique, sans une pratique de commentaire. Les traductions portant sur des œuvres comme celle de Dante ou de Rimbaud, de fait de la distance intellectuelle et même historique avec les Arabes, exigeaient une intervention massive, une intervention, je voudrais dire, sans intervention, sans annexion de texte, de la part du traducteur est exigée. Il doit faire de très belles introductions critiques, situer l'œuvre dans son horizon culturel et historique, faire des notes quand c'est nécessaire pour expliquer quelque chose lié à l'esprit de la langue ou à l'histoire culturelle dans laquelle s'inscrit le poète. Donc, ce qui fait que le traducteur est en même temps potentiellement, mais aussi activement, un commentateur de l'œuvre qu'il traduit. Voilà, je vous remercie. Je pense que vous comprenez, après le propos de Kadine Bien Hassan, ce que j'essayais d'introduire un peu maladroitement tout à l'heure, à savoir ce que je vais essayer de développer devant vous avant que nous commencions un débat avec notre invité, à savoir le caractère vraiment indispensable de cette réflexion. Vous vous en êtes rendu compte dans l'aperçu par lequel il a commencé des différentes théories de la modernité de la traduction. Je ne dis pas traductologie, bon. Vous êtes libre, mon cher. Mais je ne veux pas dire traductologie. Effectivement, on a l'impression d'une science fermée sur elle-même.
Or là, vous lui donnez toute sa plasticité, vous lui donnez toute sa dynamique lorsque vous en parlez. Je crois qu'il est important, encore une fois, de dire ce que ces analyses de Kadim Dian-Hassan ont de particulier, ont de spécifique. Vous pouvez trouver, par rapport à l'approche de la traduction, beaucoup de ce que j'appellerais des vadémécum, des périodisations, parfois d'ailleurs assez arbitraires, et une approche d'ailleurs de la modernité qui correspond aussi à ces périodisations-là. Dans la part de l'étranger, vous n'avez absolument pas cela. Vous avez véritablement une problématisation des phénomènes, et c'est à partir de cette problématisation qu'il approche, comme il vous l'a dit, tout d'abord Heidegger. Il commence d'ailleurs un peu dans les premières pages en citant cette parole d'Heidegger qui est un peu une boutade, mais qui en dit long. « Dis-moi ce que tu penses de la traduction, je te dirai qui tu es ». Et je crois que vraiment, alors là, ça nous place d'emblée dans le lien que j'essaye de faire apparaître. Comme il vous l'a dit, il a d'ailleurs terminé là-dessus, il n'y a pas peut-être de véritable traduction sans une pensée qui la précède. L'intérêt de ce panorama par lequel il commence, donc il nous parle de Derrida, il nous parle donc évidemment de Walter Benjamin, c'est absolument incontournable. Il nous parle aussi de Paul Ricoeur et d'une nouvelle approche véritablement de la notion de fidélité chez Paul Ricoeur. Et je crois que pour vous donner un peu l'idée de ce que moi je vois d'important dans cette approche-là, dans cette problématisation et dans ce lien qu'il arrive à faire, sur lequel il insiste, entre la pensée de la traduction et la pratique des traducteurs, je voudrais vous lire véritablement in extenso 2 pages de cette première partie dans lesquelles il insiste finalement sur l'implication personnelle du traducteur, qui est une implication à la fois émotive, vous le dites même, mais qui est une implication qui est faite de conscience. C'est une conscience au travail. Bonnefoy l'a dit aussi, d'ailleurs, c'est une conscience qui est au travail. Il parle du travail véritablement dans ces termes-là. Et je trouve que donc ces lignes sont absolument indispensables. Je ne vous le dis pas par des propos de complaisance. C'est vraiment indispensable pour toute personne qui veut véritablement réfléchir sur ce qu'est l'acte de traduire. Je vais vous en donner lecture. Donc ça, c'est après donc, ce panorama sur la philosophie de la traduction dans la modernité. Il dit ceci: la philosophie devrait nous aider aussi à saisir la dimension phénoménologique de la traduction. Mis à part les raisons empiriques, professionnelles ou autres qui motivent son exercice, mais n'engagent pas ceux qui la vivent comme une aventure intérieure, qu'est-ce en effet qui pousse à traduire ? Et comment expliquer cette fameuse mélancolie des traducteurs et le doute qui s'empare d'eux après chaque réalisation ? Faut-il les relier simplement à cette sorte de déplaisir que Freud juge consubstantiel au plaisir, ou s'agit-il des sentiments propres à l'opération traduisante ? Tout traducteur passionné a dû connaître ces sentiments mitigés de déception et de joie, de perte de soi comme de l'objet, et de retrouvailles, de faute et de rachat, de soumission à une autorité fortement ressentie, quoique innommée ou innommable, et de liberté, voire de souveraineté chèrement payée. Tantôt la peur de n'avoir pas bien restitué, d'avoir laissé les mots travailler à sa place, peut-être aussi à ses dépens, tantôt l'heureux sentiment d'être nécessaire, voire irremplaçable. Un traducteur peut se sentir en train de parasiter le corps symbolique de l'autre, mais aussi bien œuvrant pour annuler une séparation indue, suppléer, et ça vous y insistez énormément sur ce terme-là par la suite, suppléer à un manque dont souffrirait sa langue maternelle ou sa culture originelle. Ce vécu de la traduction ressemble parfois à un exil, enfermant le sujet à l'intérieur de la langue, loin de ce qu'il croit être la vraie vie, et c'est cette impression d'exil qui expliquerait les récurrents sentiments de culpabilité et d'échec. Mais penser que dans l'univers psychique du traducteur, il n'y a que cela, ce serait oublier la part de jouissance accompagnant tout ermitage artistique. Dans un débat consacré à la traduction, Jacques Derrida évoque les trouvailles et parle de la chance du traducteur. La chance, qui est le moment du miracle, ne vient qu'après un travail acharné. La chance advenue, c'est un sentiment de déception qui s'empare parfois du traducteur. Car il a l'impression que ce n'est pas lui qui trouve, mais la langue.
déception ou mélancolie qui répondrait à l'apparition-disparition de l'objet, phénomène du ressort de la psychanalyse, sur lequel poètes et philosophes ne cessent cependant de s'interroger à leur manière. Alors vous voyez, cette implication-là, quand il vous parle donc de ces sentiments de joie, ces sentiments d'échec, ce sentiment même d'exil, vous place au cœur de pourquoi il faut réfléchir véritablement sur ce qu'est la pensée de la traduction. Il ne s'agit pas de s'enfermer dans une théorisation pour le plaisir d'en faire l'inventaire, parce que cet inventaire a déjà été fait maintes fois. Il s'agit véritablement de replacer une activité comme étant une activité de la pensée au travail. Encore bonne foi. Alors, je vais essayer de vous dire ce que, encore une fois, je pense de l'importance de ces perspectives que Kadim Djel-Hassan a donc délimitées dans la part de l'étranger tout à l'heure. Et on va essayer de le faire aussi, justement, en pensant à cette approche que nous essayons d'avoir de la relation traduisante, donc la conception glissantienne de la traduction. Écoutez, j'aurais aimé avant toute chose, avant que je continue mon petit laïus, vous donner dans un premier temps la parole et vous demander si vous avez déjà des premières questions qui s'adresseraient à notre invité ce soir. Quand vous tourniez vos pages, c'était rédigé en arabe. Oui, c'est-à-dire, ça, c'est pas un texte, je suis venu sur un texte, c'est juste les lignes, c'est-à-dire chaque paragraphe que je devais prononcer est résumé en une ligne. Et donc, vous parlez de la traduction tout en traduisant d'une Tout à certaine fait. façon. Tout à fait. C'est intéressant. Moi j'aimerais entendre un peu... là, vous avez parlé de choses très techniques, mais j'aimerais bien que vous essayiez de faire dialoguer en vous, avec nous, peut-être, je ne sais pas si c'est possible, le traducteur et le poète. C'est-à-dire, vous parliez de Benjamin qui parle de cette langue pure, etc. J'ai dans la tête... Langage pur, pas langage pur, pardon. J'ai dans la tête cette expression de Joël Bousquet, qu'on connaît bien, Oui. traduction du silence, qui est d'une certaine façon une définition de l'écriture. J'aimerais que vous nous parliez de ce pont peut-être entre traduire et écrire. Qu'est-ce qu'il y a pour vous comme similitude? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce que c'est la même chose finalement? Est-ce que l'exil dont vous parlez quand on est traducteur, c'est aussi le même que quand on est écrivain? Et est-ce qu'une langue, c'est une forme de réel dont on essaye de se rapprocher quand on traduit? Voilà, ce pont entre les deux, comment vous le faites? Est-ce que pour vous, il y a des connexions ou pas? Non, c'est-à-dire là, ce que vous dites est très important, mais qui est un peu, si vous voulez, c'est juste, il y a de la justesse, et même de la justice dans ce que vous dites. Mais pour ceux qui réfléchissent sur la traduction, c'est un peu étranger à la pensée de la traduction proprement dite, parce qu'il y a deux conceptions de la traduction. Quand vous dites, selon Bousquet, la traduction du silence, c'est selon l'écriture, c'est ce qu'on appelle, si vous voulez, la traduction généralisable, ou la traduction dans le sens large du terme. Là, tout est traduction, si vous voulez. Il y en a qui ironisaient un peu sur George Steiner, ou Steiner, comme le prononçait son nom, et lui, il aimait le prononcer à la française, il est Steiner. Et Steiner, dans son ouvrage, très important par ailleurs, après Babel, After Babel, il trouve la traduction partout, même un dialogue entre deux époux à la maison, et c'est une traduction... même des insectes qui s'interpellent dans un champ, c'est de la traduction. C'est le concept, si vous voulez, de la traduction généralisable. En effet, si on comprend la traduction comme le passage d'un niveau à un autre, tout est traduction. Même quand on fait une métaphore, du moment qu'on passe d'un niveau de parole à autre, c'est une traduction. Mais la pensée de la traduction s'égarerait si elle prend tout cela en compte. C'est la traduction proprement dite, c'est-à-dire ce qu'on fait quand on traduit d'une langue à une autre, d'un texte à un autre. Jacobson, par exemple, il est à la fois dans la traduction généralisable et dans la traduction proprement dite, il parle de traduction intersémiotique. Par exemple, quand on fait un film, là on traduit un roman, on dit adaptation normalement, mais c'est une traduction de niveau d'écriture à celui de l'image. Quand on fait un opéra, quand on fait par exemple une sculpture à partir d'une scène, comme Rodin a fait, on l'a fait. Donc c'est la traduction aussi. Mais la traduction proprement dite reste tout de même celle qui, je voulais préoccuper le plus les traducteurs et les théoriciens de la traduction. Alors,
Je dirais aussi ceci, je ne vais pas me substituer ou prendre le relais de ce que vient de vous dire Kadim Djian Hassan. Au contraire, pour nous corriger, nous prolonger. Mais vraiment, à la lecture de son essai, l'un des plaisirs que l'on trouve, c'est justement la rigueur, en ceci qu'il tient à ne pas, je dirais, mélanger les instances. Alors cela, c'est extrêmement important. Ça peut sembler simplement quelque chose de général, mais c'est très précis pour ce qui est de la traduction. Parce que pendant longtemps, et continue en fait, jusqu'à présent, de régner dans une certaine conception de la traduction liée à l'activité de création littéraire, a régné une sorte de magistère de l'écrivain traduisant. Et cela, dans son essai, Kadim Djian Hassan n'hésite pas à s'y attaquer. Particulièrement quand il parle de beaucoup d'exemples de traducteurs arabes qui, ça aussi, il explique pourquoi, parce que c'est un phénomène, je dirais, de sociologie linguistique qui explique ça aussi. C'est une certaine attitude qui explique ça. Ce ne sont pas des individualités. Mais quand il parle, par exemple, d'Adonis traduisant Bonnefoy et Perse, Saint John Perse, vous imaginez bien le prestige qu'a connu Adonis en tant que traducteur, ne serait-ce que le geste du poète syro-libanais traduisant, évidemment, comme partout dans le monde, comme en France. Il y a déjà je dirais un horizon d'attente qui fait que, bon, Steiner aussi l'a dit, l'écrivain qui traduit a une sorte, je dirais, d'aura prédéterminée. Il refuse cela. Hassan, il refuse cela, il prend les choses par les faits. Il se trouve qu'en effet, Adonis, traducteur de Saint John Perse, et je reprends les termes de Kadim Djian Hassan, a obstrué le contact à Saint John Perse pour énormément d'arabisants. C'est une traduction perlée de fautes, de contresens, et cela, ce n'est pas, encore une fois, le magistère du poète qui peut éviter cela. Et chez lui, il y a véritablement une distinction assez rigoureuse entre l'activité de traducteur, qui est très ample, comme je vous l'ai dit, et puis le théoricien, en tout cas celui qui pense véritablement les choses. Si on essaye de faire intervenir une porosité, c'est finalement toujours pour remettre en selle ce magistère-là. Or, je suis d'accord d'une certaine façon avec cela, il n'y a pas de raison de fond pour qu'un tel magistère persiste. Je vous ai parlé de Adonis et de Perse. Nous avions, lors de la séance précédente, vous pourrez la retrouver sur le site, nous avions parlé de Zalamea, traduisant Saint John Perse. Voilà encore un excellent exemple. Un excellent exemple parce que Zalamea était un créateur, c'était un poète, un éminent poète, était un éminent traducteur d'une rigueur exemplaire, mais justement, il faisait toujours la distinction entre les deux instances. Il n'y avait pas, je dirais, d'extraterritorialité pour lui, et nous en avons beaucoup parlé la dernière fois. Quand Kadim Djian Hassan fait également allusion à Walter Benjamin, il ne faut pas que nous illusionnions plus. La traduction des tableaux parisiens, je ne dirais pas qu'elle est entièrement fautive, je n'aurais pas l'impudence de dire ça, mais elle est quand même très contestable. Walter Benjamin, qui est pourtant un très grand penseur de la traduction, n'était pas un très grand traducteur lui-même. Walter Benjamin n'avait qu'un intérêt très relatif pour la pratique en tant que telle de la traduction. Antoine Berman l'a souligné. Donc, je dirais que le fait de dissocier les choses, cela aussi, c'est d'une certaine façon une éthique du geste traduisant et une éthique de la création. Les deux instances sont disjointes. Bien entendu, nous avons toujours en tête, quand nous disons cela, des exemples de réussite et de symbiose. Yves Bonnefoy, évidemment. Mais tout le monde n'est pas à la hauteur de cet esprit qui arrive à la fois à être le poète que l'on sait et le traducteur que l'on sait. On peut être un très grand poète et un très piètre traducteur. Encore une fois, les exemples ne manquent pas, hélas. On pourrait citer, si vous permettez,
si tu permets, Philippe Jacotet aussi. Tout à fait, tout à fait. Poète et traducteur. Voilà. Alors, ben, écoutez, si vous avez d'autres questions, avant que mon laïus vous laisse, allez-y. Non, nous allons lire au terme en fait de notre séance. Nous vous réservons une petite surprise. Voilà. Simplement, bon, alors écoutez, si vous n'avez pas de questions, j'ai quelques observations et j'aurais particulièrement une question à poser à Kadim Djelassad avant d'en venir à cette approche glissantienne qui, en tout cas, me semble possible à partir de ce qu'il a dit. Et pas seulement en creux, parce qu'il parle aussi de glissant, à 2 reprises au moins dans son essai. Je voudrais revenir avec vous sur toute la deuxième partie de votre essai à propos de ce que vous avez analysé au sujet de cet évitement de la traduction de poésie dans la tradition arabe classique. Il y a là quelque chose d'assez intéressant. En fait, Kadim Djelassad fait ce constat que, effectivement, tous les corpus philosophiques possibles, scientifiques possibles, sont traduits dans l'époque médiévale musulmane, sauf donc la poésie. Il n'y a pas de corpus, ou presque pas, de corpus poétique. Il se pose la question, et il tombe sur des textes qu'il met en exergue, je dirais quasiment, alors je le dis sous son regard, et je crains de ce que je vais dire, mais quasiment, je dirais d'une sorte d'orgueil démesuré, culturellement parlant et sociologiquement parlant, de cette civilisation-là par rapport à la perception qu'elle a de ce qu'est l'arabe littéraire particulièrement. En fait, les grands savants de la période classique arabe pensent que la langue arabe est indissociable du verbe poétique et que, d'une certaine manière, l'arabe en tant que tel n'est pas traduisible. Il n'est donc pas possible de permettre ce passage-là. Et c'est sur cela que je voulais vous interroger, parce que, bon, vous avez parlé des différentes conceptions, vous avez un petit peu abordé cela, les différentes conceptions de cette période classique, mais sur cette notion d'évitement, j'aurais aimé vous entendre un petit peu. Oui, bien sûr. D'abord, vous avez donné presque la moitié donc, de cette approche, de façon très efficace, c'est mieux que je pourrais le dire. Je donnerai donc une autre raison, en plus de celle qui consisterait à ce que vous appelez un orgueil, n'est-ce pas, littéraire, qui veut que la poésie est l'art arabe par excellence et que traduire des poésies étrangères, ça n'apporterait pas grand-chose. Il y a cela, mais il y a aussi le fait que beaucoup de théoriciens, à commencer par Jahad lui-même, que j'ai présenté tout à l'heure, pensaient que la poésie était intraductible ou intraduisible. Traduire la poésie sans le maître, sans la rime, cela donnerait autre chose que la poésie. Et bien sûr, c'est un débat très actuel. Là. Beaucoup de gens continuent à penser que la poésie ne saurait se laisser traduire. La traduction, si vous voulez, de la poésie continuera à se faire. Il y a d'autres manières de traduire, comme le fait par exemple Yves Bonfoy, que vous avez cité, ou Philippe Jacotet, dont j'ai évité le nom. On peut traduire sans se sentir, si vous voulez, redevable de la métrique, ou du système rimal, la continuité des rimes, parce que la poésie n'est pas seulement le maître, il y a rime d'ailleurs, la plupart des traditions littéraires mondiales se sont débarrassées de la rime et de la métrique. Même la poésie ancienne, versifiée, rimée, on peut se traduire avec la tension rythmique qui est possible, sans métrique. C'est-à-dire qu'il faut dissocier, et ça c'est l'enfance de l'art, il faut dissocier la métrique et le rythme. Donc sur cela est chopée la pensée des anciens. D'abord il y a cet orgueil culturel ou littéraire, et aussi l'incapacité à concevoir que la poésie se traduit. J'ai une question. Oui. Quand vous dites dissocier la métrique du rythme. Oui. Quand vous parlez même en prose, même dans votre langage quotidien, vous parlez avec rythme. Vos phrases sont rythmées. Mais vous ne faites pas d'alexandrin à tout bout de champ. Donc la métrique, c'est la versification, le décomptage, ou le décompte des syllabes. C'est une chose. Et la parole rythmée, on est une autre. Dans ce cas, parfois, on fait de l'alexandrin sans l'avoir voulu. Comme monsieur.
Dans ce que vous avez dit, me reviennent certaines remarques que vous faites d'emblée quand vous parlez, en tout cas, parce que vous ne vous en réclamez pas, mais vous en parlez très clairement quand vous parlez d'Antoine Berman, de Jacques Derrida également, de cette notion d'éthique. Bien sûr, vous commencez par là à propos d'Heidegger, c'est-à-dire que toute traduction, culturellement parlant, pour une culture et pour un traducteur, est une rencontre de l'autre, avec un grand A. Ça, c'est une lapalissade. Bien. Mais quand on a dit ça, à la limite, on n'a rien dit si on ne soumet pas cet examen à exactement, justement, ce que fait Khadim Djihad Hassan dans son ouvrage, à savoir, il prend justement tout ce corpus historique, qui est donc ce phénomène de l'évitement de la traduction, pour vous dire que, finalement, je simplifie ça en parlant d'orgueil, quand il y a une telle, on va dire, une telle conception qui peut même amener à un certain moment à une claustration, une telle conception de la grandeur d'une langue en tant que telle. Bon, on pourrait dire orgueil avec beaucoup de guillemets. D'une certaine manière, ça peut obérer aussi la rencontre, c'est-à-dire le fait d'aller... vous vous rappelez ici, il y a quelques années, de ce que Glissant disait quand il parlait du tremblement. Il faut aller vers l'autre. Alors, on ne peut pas y aller si on est campé dans sa langue avec une telle certitude qu'on détient la poésie. Beaucoup de penseurs arabes de la tradition classique l'ont dit. La langue arabe et la poésie ont partie liée en termes de définition même. Bon. Alors donc cela, c'est quand même une évidence. Je voudrais en arriver, pour qu'on ne soit pas non plus trop long, à la chance que vous donnez, en tout cas quand on lit cela, d'une approche en creux et pas en creux, donnée et cachée également, enfin cachée pour ceux qui vont vouloir faire la démarche, donc justement de ce que j'ai nommé tout à l'heure, la conception de la relation traduisante, donc de la conception glissantienne. Je vais commencer par une boutade. Quand vous dites, en parlant de Derrida, que Derrida avait en reprenant Benjamin, cette conception que l'œuvre traduite est l'œuvre qui survit. L'œuvre demande, elle demande à être suivie. Ça, c'est la conception quasiment religieuse de Benjamin. Bon. Et Derrida reprend cela. Et il dit que, d'une certaine façon, à partir de là, cette survie aboutit à une double dimension. Le texte est à la fois traduisible et intraduisible. Et pour la boutade, je me rappelle encore des termes de Glissant quand il disait que quand on tombe sur justement un moment d'intraduisibilité, c'est là que ça commence à devenir intéressant. C'est là qu'on est certain qu'on est dans l'acte véritablement de traduction, c'est-à-dire là où la pensée se met véritablement au travail. Sinon, on est dans un exercice, somme toute, mécanique. Mais ce que vous permettez, je dirais, en termes de typologie, c'est peut-être de rapprocher, vous le dites très clairement, la pensée de Glissant, quand il parle de traduction, de ce que vous avez exposé à propos des données postcoloniales, de la pensée postcoloniale de la traduction. Et là encore, vous me pardonnerez, mais ça nous est vraiment indispensable dans la réflexion que nous essayons d'avoir. Je vais vous donner quand même lecture de ces pages. En l'occurrence, j'avais noté qu'il s'agissait des pages 39 et 40. Je vais vous dire ça tout de suite. Donc, en l'occurrence, oui, vous donnez, vous rappelez cette typologie qui a été établie par Marzuki, d'une conception hégémonique, culturellement parlant, qui serait donc une conception de la traduction, non pas à l'envers l'autre, mais véritablement écrasant la langue source. Et on ne peut pas ne pas penser véritablement, dans ce début de ce que vous faites dans l'analyse postcoloniale, à Glissant. Parce que finalement, tout ce qu'il appelle relation s'oppose effectivement à cette donnée hégémonique. Voilà ce que vous dites là-dessus. La traduction est une pratique où une subjectivité se nourrit d'une autre. Poussée à l'échelle d'une nation traduisant une autre, cet acte de nutrition peut connaître différents degrés de symbiose ou, à contrario, d'agressivité et de mauvaise foi. Dans une étude consacrée à la traduction scientifique dans la culture arabe médiévale, Marzuki divise les mouvements de traduction en 4 catégories selon le type de relation instaurée avec l'autre, avec un grand A.
Premièrement, traduction très rare, voire hypothétique, de récupération totale. Il s'agit d'absorber complètement le legs d'une autre culture pour le passer dans le corps symbolique et culturel que représente la langue traduisante. Il s'ensuit la disparition de la culture traduite ou la mort de sa langue. Et vous vous rappelez ce que Glissant disait à propos du fait qu'il fallait sauver toutes les langues et que tant qu'une langue disparaît encore dans le monde, finalement, le langage, avec un grand L, ne sera jamais sauvé. Bon, voilà. Donc il faut veiller justement à cette non-mort de toutes les langues. L'on peut voir dans la dissolution du latin, dans ses filles, les langues parlées aujourd'hui dans certains pays d'Europe, une relation de ce type. Deuxièmement, traduction de dépassement. Elle se fait entre deux langues ou cultures, l'une en voie d'épanouissement, l'autre en début de déclin ou en état de stagnation. L'exemple est le mouvement de traduction qui se fit entre les Arabes et les Byzantins ou entre les Arabes et différents peuples musulmans de culture non arabe. Troisièmement, traduction d'espionnage ou de reconnaissance. Deux cultures également développées, toutes deux en déclin ou en progression, s'espionnent mutuellement. Mais oui, ça arrive, hein, et se concurrencent à travers la traduction. La réalité vécue de nos jours entre l'Amérique, l'Europe et le Japon en fournit un bon exemple. Quatrièmement, traduction de médiation. Un peuple qui a perdu son rôle historique tout en se maintenant à un certain niveau spirituel assume le rôle de traducteur-médiateur entre deux cultures en état de concurrence. Le meilleur exemple est le rôle joué au Moyen-Âge par le syriaque entre le grec et l'arabe et l'hébreu entre l'arabe et le latin. Voilà, alors écoutez, ça c'est véritablement ce qui est, je dirais, à la base de ce qui révolte d'une certaine façon Glissant quand il réfléchit à la traduction. C'est-à-dire qu'il faut arrêter, et c'est pour cela que le rapprocher de la pensée postcoloniale de la traduction, je crois, est une typologie tout à fait honnête. Il faut arrêter de penser la traduction comme un acte surplombant. Il faut penser au rapport entre les langues, ce en quoi il est pleinement un héritier de Benjamin, en l'occurrence. Et alors, lorsque vous dites cela, vous nous permettez véritablement de voir ce qu'est, depuis le discours antillais que vous citez, ce qu'est cette relation traduisante. Et donc, vous le dites très clairement, il y a eu en France une sorte de... Toute cette lignée a été un petit peu oblitérée, parce qu'on l'a rangé dans les post-colonial studies, en ne sachant d'ailleurs généralement pas de quoi il s'agit. En tout cas, vous arrivez à remonter jusqu'à Louis Massignon pour parler de décentrement, pour parler du fait qu'il faut, pour Massignon, arrêter véritablement cette espèce d'ethnocentrisme dans l'approche même de la traduction. Et cela, bon, après vous parlez donc effectivement des post-colonial studies en tant que tels, de Douglas Robinson, si je ne m'abuse, mais je crois que Glissant, effectivement, se situe là. Et alors, donc vous le dites, là encore, mais là ça ne va pas être très long, hein, je ne vais pas vous barber avec cela, mais voilà, je voulais au moins pour nos travaux et l'approche de Glissant vous le dire, vous lire ceci. Multidisciplinaire par nature et par définition, la pensée postcoloniale recourt à l'histoire, à l'ethnographie, à l'anthropologie, je pense que vous voyez Glissant venir, hein, à l'anthropologie et à la linguistique, à la poétique comparative, à la critique des idéologies, à la psychanalyse et à la philosophie. À ces travaux participent des écrivains et chercheurs issus des périphéries, ainsi que des auteurs européens et non américains, tous des révoltés et objecteurs de conscience dans le sens large et radical de l'expression. Parmi les premiers s'imposent les noms du Nigérian Wole Soyinka, ceux des Antillais Derek Walcott et Édouard Glissant, et celui de l'Indien Salman Rushdie. Et alors, plus loin, vous citez donc ce passage du discours antillais qui est véritablement une contestation radicale de la notion d'universel. Parce que, là encore, nous avançons. Quand Glissant nous parle de relations dans le domaine de la traduction, il nous parle d'une praxis de la traduction qui serait donc une mise en pratique des schèmes de la relation. Brièvement, qu'est-ce que la relation pour Glissant ? C'est cette somme de toutes les différences du monde qui passe donc bien sûr par la rencontre, mais qui s'oppose radicalement à l'universel, avec un grand U, même s'il se donne comme visage celui de l'humanisme. Et Glissant le dit très clairement dans le discours antillais,
Il dit « Je revendique un non-humanisme pour la défense du créole face aux Français. Nous sommes dans les années 70 et nous sommes face à une mainmise et à un mépris véritablement comme patois de cette langue. » Et donc voilà ce à quoi vous permettez véritablement d'avancer, ce dans quoi vous permettez d'avancer, c'est-à-dire que ces classifications-là ne sont pas des classifications, je dirais, ex nihilo. Ce sont des classifications qui permettent véritablement d'appréhender au tout début, on va dire, ce que sont ces pensées de ces auteurs que vous avez dit. Bien entendu, Glissant ne va pas s'arrêter à cette critique de l'universel. La relation traduisante de Glissant, c'est quelque chose qui finalement dépasse encore cette simple contestation, et c'est pour cela que nous en sommes encore à nous demander finalement ce sur quoi tout cela repose. Donc il y a, je dirais, tout un territoire encore à défricher, heureusement pour nous, et c'est l'objet de la recherche, c'est l'objet de la relecture de ces textes, de leur confrontation. En tout cas, quand on les confronte à cela, quand on les confronte à ce type de problématisation, je dirais, intelligible et intelligente de la modernité traduisante, non seulement Glissant nous apparaît au-delà de la boutade, quand il disait c'est la traduisible qui fait qu'il y a traduction, mais il nous apparaît en creux avec cette notion de post-colonial, et puis avec ce qui va venir dans les derniers essais, dans La Cohue du Lamentin, dans toutes ces choses. Vous savez que nous avons mis en ligne sur le site des documents complémentaires qui vous permettent de disposer d'une anthologie, en somme, d'un corpus de textes glissantiens sur la traduction qui a été établi par Cathy Delpech. Et toutes ces données vont être actualisées dans les jours qui viennent, donc attendez un tout petit peu et puis vous retournerez dans une semaine, ce sera à nouveau présenté. Voilà, alors pour tout cela, je dirais que voilà, l'œuvre de Khadim Djihad Hassan comme, non pas théoricien, mais penseur de la traduction, nous est absolument indispensable. Vous voyez bien, ce sont des outils sur lesquels nous pouvons nous appuyer. Et puis, bien entendu, il y a la conscience de cela, vous voyez, c'est-à-dire ces œuvres-là. Moi, je n'ai pas la chance de pouvoir lire l'arabe, mais j'imagine ce que cela peut donner. Et pour que vous puissiez vous l'imaginer aussi, nous avons choisi de conclure la séance par une lecture d'un poème que nous aimons tous et que lui affectionne particulièrement également. Donc d'abord, bien sûr, dans sa version originale, comme on dit, c'est Enfance d'illumination d'Arthur Rimbaud. Et puis ensuite, donc, vous en aurez la traduction par Khadim Djihad Hassan, que nous remercions encore une fois d'être venu ce soir. Merci beaucoup. J'aimerais juste ajouter deux phrases, si possible, pour commenter ce que vous dites, et ce à quoi j'adhère complètement. D'abord, un mot concernant les anciens arabes, et puis un mot concernant Édouard Glissant. Pour les anciens arabes, comme je l'ai montré dans la première partie de mon intervention, donc l'évitement de la traduction de la poésie se rachète par le grand travail qu'ils ont fait dans la traduction de la philosophie et de la logique et de la rhétorique, grecque et autres, et aussi dans la réflexion sur la traduction de la philosophie et la traduction en général. Donc on ne pense pas qu'il y ait eu un environnement chez les anciens arabes, je dirais qu'il y a eu juste l'évitement de la poésie, c'est regrettable en soi, mais qui est dépassé donc dans le rapport à l'autre à travers la philosophie et d'autres disciplines. D'ailleurs, il n'y a pas de jugement de valeur dans votre propos. Moi je précise pour les auditeurs, en général, ce n'est pas un commentaire de ce que vous venez de dire, au contraire, vous avez été très généreux et très sympathique. Dans votre propos, vous évitez justement les jugements de valeur, et c'est ce qui est appréciable. C'est-à-dire que même par rapport à des cas limites, par rapport auxquels on peut nourrir une certaine ire assez normale, je pense à Adonis traduisant perse, vous êtes implacable, hein, c'est ça. J'essaye d'analyser à froid, sans animosité, sans émotivité, sans passion. Et puis pour Édouard Glissant, en effet, vous avez montré que je le cite, que je suis très proche de sa pensée. Ce que Glissant a fait, ce que sa pensée continue à faire, c'est capital donc, pour la littérature moderne, pour la pensée moderne et surtout pour la pensée traduisante ou traductive, si on peut dire, dans la mesure où nous vivons une sorte de créolisation du monde. Les langues s'interpénètrent, les langues se fertilisent, se fécondent. Il n'y a plus la langue une, il y a le tout monde, mais pas un monde un. L'universel, c'est un leurre dans la mesure où celui qui vous parle d'universalité,
il cache le sous-entendu de son geste. C'est que voici l'universalité et c'est moi qui la représente. N'est-ce pas? Il n'y a pas un seul Français, il y a autant de Français que d'écrivains qui le pratiquent. Hein? Donc l'hybridité, le métissage, c'est ce qu'il y a de plus défendable dans le monde. C'est ce qu'on vit le plus tous les jours. Il l'installait au cœur de la traduction. C'est très important, c'est Glissant qui l'a fait. Et pour conclure, je dirais que définir la traduction par le mot relation, qui est le mot maître ou le maître-mot de la pensée de Glissant, c'est quelque chose qui condenserait, n'est-ce pas, notre approche de la traduction, il lui donnerait, si vous voulez, une profondeur. Merci infiniment, Merci vraiment. à vous. Nous allons écouter la poésie maintenant. Celui-là, il n'est pas aimé. Enfance. Cette idole, yeux noirs et crins jaunes, sans parents ni cour, plus noble que la fable mexicaine et flamande. Son domaine, azur et verdure insolent, court sur des plages nommées par des vagues sans vaisseau, de noms férocement grecs, slaves, celtiques. À la lisière de la forêt, les fleurs de rêve teintent, éclatent, éclairent la fille à lèvres d'orange, les genoux croisés dans le clair déluge qui sourd des prés. Nudité combre, traverse et habille les arcs-en-ciel, la flore, la mer. Dame qui tournoie sur les terrasses voisines de la mer. Enfante et géante, superbe noire dans la mousse vert-gris, bijoux debout sur le sol gras des bosquets et des jardinets dégelés, jeune mère et grande sœur au regard plein de pèlerinage, sultane, princesse de démarche et de costumes tyranniques, petites étrangères et personnes doucement malheureuses. Quel ennui, l'heure du cher corps et cher cœur. C'est elle, la petite morte derrière les rosiers. La jeune maman trépassée descend le perron. La calèche du cousin crie sur le sable. Le petit frère, il est aux Indes. Là, devant le couchant, sur le pré d'œillet, les vieux qu'on a enterrés tout droit dans le rempart aux giroflées. Les seins des feuilles d'or entourent la maison du général. Ils sont dans le midi. On suit la route rouge pour arriver à l'auberge vide. Le château est à vendre. Les persiennes sont détachées. Le curé aura emporté la clé de l'église. Autour du parc, les loges des gardes sont inhabitées. Les palissades sont si hautes qu'on ne voit que les cimes bruissantes. D'ailleurs, il n'y a rien à voir là-dedans. Les prés remontent au hameau sans coque, sans enclume, l'écluse élevée. Oh, les calvaires et les moulins du désert, les îles et les meules. Des fleurs magiques bourdonnaient, les talus le berçaient. Des bêtes d'une élégance fabuleuse circulaient. Les nuées s'amassaient sur la haute mer, faite d'une éternité de chaudes larmes. Au bois, il y a un oiseau, son chant vous arrête et vous fait rougir. Il y a une horloge qui ne sonne pas. Il y a une fondrière avec un nid de bêtes blanches. Il y a une cathédrale qui descend et un lac qui monte. Il y a une petite voiture abandonnée dans le taillis ou qui descend le sentier en courant, enrubanée. Il y a une troupe de petits comédiens en costume aperçus sur la route à travers la lisière du bois. Il y a enfin, quand l'on a faim et soif, quelqu'un qui vous chasse. Je suis le saint en prière sur la terrasse, comme les bêtes pacifiques paissent jusqu'à la mer de Palestine. Je suis le savant au fauteuil sombre, les branches et la pluie se jettent à la croisée de la bibliothèque. Je suis le piéton de la grande route par les bois nains. La rumeur des écluses couvre mes pas, je vois longtemps la mélancolique lessive d'or du couchant. Je serai bien l'enfant abandonné sur la jetée, parti à la haute mer, le petit valet suivant l'allée dont le front touche le ciel. Les sentiers sont âpres, les monticules se couvrent de genêts, l'air est immobile, que les oiseaux et les sources sont loin, ce ne peut être que la fin du monde en avançant. Qu'on me loue enfin ce tombeau blanchi à la chaux avec les lignes du ciment en relief, très loin sous terre. Je m'accoude à la table, la lampe éclaire très vivement ces journaux que je suis idiot de relire, ces livres sans intérêt. À une distance énorme au-dessus de mon salon souterrain, les maisons s'implantent, les brumes s'assemblent, la boue est rouge ou noire, ville monstrueuse, nuit sans fin. Moins haut sont des égouts. Aux côtés, rien que l'épaisseur du globe. Peut-être les gouffres d'azur, des puits de feu. C'est peut-être sur ces plans que se rencontrent lunes et comètes, mers et fables. Aux heures d'amertume, je m'imagine des boules de saphir, de métal. Je suis maître du silence. Pourquoi une apparence de soupirail
blêmirait-elle au coin de la voûte? Bravo. Merci. Arthur Rimbaud, طفولة. تلكم الإلهة ذات العينين السوداوين واللبدة الصفراء، من لا أقارب لها ولا من حاشية، الأنبل من جميع الأساطير مكسيكية كانت أو فلمندية، هي من مجالها اللازورد والخضرة المتكبران، تركض على امتداد شواطئ وهبتها أمواج لا مراكب فيها أسماء إغريقية وسلتية وسلافية قاسية الوقع. في هدب الغاب حيث تسلسل أزهار الحلم وتأتلق وتضيء، كانت الفتاة ذات الشفة البرتقالي والركبتين المتصالبتين في الطوفان الجلي المنبجس من أعماق الحقول، في عري تخترقه تظلله وتكسوه أقواس قزحة والنباتات والبحر. سيدات يحمن على سطائح دانية من البحر، صغيرات ومديدات القامة في الطحلب الأخضر الرمادي، سود ورائعات كمثل الحلي منتصبات على التربة الدسمة لخمائل ورياض ذائبة الجليد. أمهات صبايا وشقيقات مسنات مملوءات الأنظار برحلات حج، سلطانات وأميرات طاغيات الرداء والمشية، فتيات غريبات وأشخاص تعساء بلطافة. يا للسأم ساعة الجسد العزيز والقلب العزيز. إنها هي الصغيرة الميتة خلف أشجار الورد، الأم الصبية المتوفاة تنزل درج المدخل، عربة ابن الأعمام تصرخ في الرمل، الأخ الأصغر هو في الهندي واقف هنا قدام الغروب في حقل القرنفل، الشيوخ المدفونون باستقامة في سياج المنثور. نثار أوراق الذهب يحيط بمنزل الجنرال، إنهم في الجنوب، للوصول إلى النزل الفارغ يتبع النهج الأحمر، القصر للبيع معروض، المغالق منزوعة، ربما أخذ الخوري معه مفتاح الكنيسة، غرف الحراس حول الحديقة العامة لا أحد فيها، والأسيجة هي من العلو بحيث لا يرى سوى ذروات صاخبة، ثم إنه لا شيء في الداخل ليرى. الحقول تصاعد صوب قرى لا ديكة فيها ولا سنادين، محبس القناة مرفوع، يا لجلجلات الصحارى، يا لطواحينها، يا للجزر ويا للرحى. كانت أزهار سحرية تطن، كانت المنحدرات تهدهده، كانت حيوانات باذخة الرشاقة تجوب، والغيوم تتراكم فوق أعالي البحر المخلوق من أزلية دموع سخينة. ثمة في الغاب طائر يستوقفك شدوه ويجعلك تحمر، ثمة ساعة لا تدق، ثمة مس تنقع فيه عش أطيار بيض، ثمة كاتدرائية تهبط وبحيرة تصعد، ثمة عربة صغيرة هجرت في الخيس أو هي تنزل النهج راكضة مبهرجة، ثمة فريق ممثلين صغار في بذلات يرون في الطريق خلال هدب الغاب. وأخيرا عندما تكون في جوع أو على ظمأ ثمة ما يأتي ليطردك. أنا القديس في مدارج الصخر أصلي كمثل الحيوانات الوادعة ترعى حتى بحر فلسطين. أنا العالم ذو الأريكة المعتمة على نافذة حجرة مكتبتي يرتمي المطر والغصون. أنا مشاء الطرق الكبيرة عبر الغابات القزمة، صخب الهواسات يطغى على خطواتي، وطويلا أرى غسيل ذهب الغروب المحزون. وددت لو أكون الطفل المهجور على أرصفة المرفأ المتطاول حتى عرض البحر، الخادم الصغير يجتاز الممشى وجبينه يلامس السماء. الطرق شاقة والتلال تدثر بنبات الوزال، الهواء جامد والطيور والينابيع ما بعدها. لو تقدمنا فلن يكون هناك غير تخوم العالم.
ألا ليستأجر لي أخيرا هذا الرمس المبيض بالجبس مع خطوط إسمنتية بارزة بعيدا جدا تحت التراب. إلى الطاولة أستند والقنديل يضيء بعنف هذه الصحف التي أرتكب حماقة قراءتها المرة تلو الأخرى، وهذه الكتب التي هي بلا جدوى. على مسافة شاسعة فوق صالوني تحت الأرضي تنغرس البيوت ويحتشد الضباب. الوحل أحمر وأسود، مدينة ممسوخة، ليل دون انتهاء. على علو أدنى ثمة بلاليع، إلى الجوانب لا شيء سوى سماكة الأرض، أو قد تكون هاويات لازورد أو آبار نار. ولربما تلاقت عند هذه الصعد الأقمار والنيازك الأساطير والبحار. في الساعات المريرة أتخيل كريات سفير ومعدن. سيد السكون أنا، لما في ركن من السقف يشحب ما يشبه قوة قبو. Pendant un moment, on a cru qu'on était dans un chaos opéra de Glissant, c'était ça. Écoutez, merci infiniment d'être venu. Le mois prochain, nous allons consacrer la prochaine séance donc, du cycle traduction aux Zen d'Edouard Glissant et nous allons recevoir cette fois-ci comme invité Cathy Delpech qui a donc traduit les Indes en suédois et également Rodolphe Etienne qui a traduit les Indes en créole. Voilà, je vous donne rendez-vous dans un mois. La date n'est pas encore choisie ni le lieu. On va rester près du site de l'ITM pour tous ces renseignements-là. Merci infiniment. Merci à vous, merci beaucoup. Merci. Merci vraiment.